passer Merci infiniment. à la communication je vais dire les auteurs dans l'ordre de Michaela Keller, Camila Caspi, Lorenzo Moreira et Louis Bigot sur le traitement automatique du langage naturel et les liens avec la musique. C'est à vous. Merci Mathieu. Je partage mon écran, je pense que vous devez le voir. Alors, on va mettre un écran. Voilà. OK. Alors, merci Mathieu. Donc, je suis Louis Bigot et donc, nous présentons ce travail sur les techniques de traitement automatique du langage naturel appliquées aux représentations symboliques musicales avec Michaela Keller, ici présente. Bonjour. Donc, voilà. Michaela et moi sommes enseignants-chercheurs en informatique à l'Université de Lille. Et en fait, nous effectuons nos recherches dans le laboratoire de recherche en informatique de Lille, qui est le Cristal. Alors, c'est un gros laboratoire. Il y a plus de 20 équipes, on est plus de 230 permanents et c'est assez difficile de savoir un peu parfois qui fait quoi. Et en fait, c'est via nos activités d'enseignement qu'avec Michaela, on a commencé à interagir et en se croisant entre deux cours et en parlant des formations, des évaluations des étudiants, on a commencé par curiosité à échanger sur nos sujets de recherche respectifs, apparemment différents, mais pas tant que ça en fait. Donc, Michaela effectue ses recherches dans l'équipe Magnet qui se focalise entre autres sur l'apprentissage automatique appliqué au texte. Et moi, je suis dans l'équipe Algomus, donc équipe d'informatique musicale du Cristal. Et alors, en fait, au cours de nos discussions, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait finalement, on appartenait à des communautés qui ont des objectifs qui s'intersectent parfois ou qui ont des points communs et qui ont aussi des différences, mais aussi très intéressantes. Alors, le traitement automatique du langage naturel, parmi ces applications, on en trouve qui se concrétisent dans notre quotidien, en fait, à travers des outils qu'on utilise quotidiennement. Je pense à la traduction automatique, donc les traducteurs en ligne, à la détection de thèmes qui permettent de fonctionner à nos moteurs de recherche, par exemple. La détection, mais on essaie de détecter aussi les émotions dans un texte, la classification stylistique, et puis au niveau génération de texte, transfert de style. Et voilà, je voulais juste vérifier. Voilà, OK, tout va bien. Voilà. En traitement automatique des données musicales, cette fois, qu'on appelle parfois, avec le terme anglais, Music Information Retrieval, on trouve des applications parfois similaires. Hein. Par exemple, on a aussi de la classification stylistique, on a de la génération de contenu, génération de musique, on a du transfert de style, transformer une pièce de musique dans le style d'une autre. Hein, on en entendait parler dans la présentation juste d'avant avec Emmanuelle. Mais aussi, on trouve des applications beaucoup plus propres à la musique, notamment en analyse musicale computationnelle, avec la détection de motifs, la détection d'accords, bien sûr, de tonalité, de structure, voilà, et des choses qui sont propres à la musique, pour en tout cas les accords et la tonalité, par exemple. Alors, une différence majeure qu'il y a aussi entre ces deux domaines, c'est les moyens engagés pour la recherche. Donc, en traitement automatique du langage naturel, il y a de gros moyens, puisqu'il y a de gros impacts évidemment économiques et sociétaux, et puis il y a des grosses entreprises comme Google, qu'on citait tout à l'heure, qui n'hésitent pas à investir massivement dans les recherches, dans l'élaboration d'algorithmes très sophistiqués pour analyser ces contenus. Et à partir du moment où on pourrait imaginer un parallèle entre le contenu textuel et le contenu musical, nous qui en informatique musicale bénéficions d'un petit peu moins de moyens, on pourrait imaginer l'intérêt que consisterait de bénéficier des résultats des algorithmes conçus en traitement automatique du langage naturel. Alors, l'idée d'appliquer des algorithmes de traitement automatique du langage naturel sur des données musicales, c'est déjà faire un petit peu l'hypothèse que la musique est un langage.
à une nature de langage. Et c'est évidemment une question à laquelle on ne répondra pas dans le cadre de cette présentation. Mais c'est sans doute pas un hasard si la musique emprunte régulièrement au champ lexical de la linguistique. On parle de phrases musicales, de langage tonal, de syntaxe harmonique. On aurait pu rajouter le langage DBL suite à la présentation d'Emmanuel. Voilà. Mais il y a aussi quand même parmi les différences majeures, il y en a une qui nous intéresse. Parmi les enjeux majeurs en traitement automatique du langage naturel, il y a l'idée d'extraire la sémantique qu'il y a dans un texte, de comprendre, d'avoir un modèle qui comprend le sens d'un texte, et un sens qui finalement vivrait de manière indépendante du texte, c'est-à-dire qui vit seul et qui a été transmis par le texte qui ne sert que de support. En musique, l'idée d'un sens ou d'une sémantique est beaucoup plus délicate, interroge beaucoup plus, et évidemment parce qu'elle est liée aux perceptions qu'on a de la musique et à des aspects subjectifs et qui sont beaucoup plus difficiles à décrire. En analyse musicale computationnelle, on aura tendance souvent à rester très proche du langage musical et à regarder des choses propres à la grammaire musicale, à la syntaxe, à des choses comme ça. Mais il est beaucoup plus délicat de s'abstraire un cran plus haut, comme le fait le traitement automatique du langage naturel avec cette modélisation de la sémantique. En réfléchissant à ces questions, on s'est aussi rendu compte très rapidement que, en fait, on était nombreux à s'interroger sur ce parallèle et surtout à avoir cet intérêt à utiliser des outils sophistiqués du langage, pensés pour le langage sur de la musique. Et il y a de plus en plus de travaux dans la conférence ISMIR, donc de Music Information Retrieval, qui consiste à appliquer, à tester, à évaluer ces modèles qui sont conçus de manière croissante chez le traitement automatique du langage naturel, à les tester sur de la musique. Et depuis l'année dernière, il y a même un workshop dédié, un workshop international qui s'appelle NLP for Musa, Natural Language Processing for Music and Audio, et qui regroupe un peu tous les gens qui ont ces préoccupations. Alors, une autre question que soulève l'idée de faire ce parallèle entre le traitement automatique du langage et de la musique, c'est la question des représentations. Alors, en traitement automatique du langage naturel, en texte, la représentation correspond souvent à la structure de séquences. Donc, généralement des séquences de mots, mais aussi des séquences de caractères ou d'idéogrammes. En musique, on a aussi des séquences. On a des séquences de notes qui constituent des mélodies et on a des séquences d'accords. Mais quand on commence à toucher à la musique polyphonique, ça devient plus compliqué, puisqu'on a des éléments, des objets musicaux qui se chevauchent, qui peuvent être simultanés. Et cette simultanéité, on ne l'a pas dans les représentations textuelles. Donc là, c'est compliqué. Et si on veut appliquer ces algorithmes directement sur les données musicales, il faut d'abord transformer la musique en une représentation purement séquentielle. Et en fait, c'est intéressant de voir que cette idée de représenter purement séquentiellement par des événements séquentiels la musique, elle est bien plus vieille que l'arrivée du traitement automatique du langage naturel, puisqu'en fait, dès l'élaboration de la norme MIDI dans les années 80, il y a cette préoccupation qui répond à une contrainte matérielle et non pas logicielle de séquentialiser suivant des messages qui se suivent l'information musicale, avec par exemple, comme sur le schéma ici, un contrôleur MIDI qui envoie des informations à un synthétiseur pour lui dire quelle hauteur faire sonner. Et avec cette distinction majeure par rapport à la partition, qui est que quand on voit une note sur une partition, on a l'information de sa hauteur et l'information de sa durée. Alors que lorsqu'un contrôleur MIDI envoie un message sur une note, il envoie l'information de la hauteur, mais il est incapable de savoir à l'avance quelle va être la durée de la note. Et comme ça doit commencer tout de suite, il peut simplement dire que la note commence à être jouée. Il devra envoyer plus tard un message de note off qui indique que la note arrête d'être jouée. Ce qui fait qu'en fait, la note se retrouve séparée en deux événements entre lesquels il peut y avoir plein d'autres informations, des notes qui commencent, d'autres notes qui finissent, etc. Et déjà, on s'éloigne de la représentation intuitive à laquelle correspond la partition, des données musicales. Et voilà, c'est déjà quelque chose qui était là avec la norme MIDI. Alors, il y a pour séquentialiser ces représentations, il y a d'autres stratégies, suivant les tâches auxquelles on s'attaque.
il y a l'idée de découper une partition en tranches de notes successives. Alors, les tranches de notes, en fait, c'est l'idée de dire qu'à chaque fois au cours d'une partition, qu'une nouvelle hauteur commence à sonner ou arrête de sonner, on commence un nouveau segment. Et chaque segment regroupe un paquet de notes. Et le problème, un inconvénient de cette représentation, dont on reparlera un peu après, c'est qu'en fait, elle perd l'information des notes tenues. Et ainsi, un accord qui est partiellement tenu entre deux segments va pas être distingué de l'accord qui est complètement répété. Avec les notes répétées et les notes tenues, on va avoir du mal à les distinguer. Alors, on peut préciser dans chaque segment quelles sont les notes répétées, quelles sont les notes tenues, mais ça augmente l'information. Et dans un contexte, par exemple, d'apprentissage automatique, complexifier la représentation, c'est aussi augmenter la taille de l'espace de représentation et donc complexifier l'apprentissage et la performance du modèle. Donc, il y a toujours un compromis sur cette histoire de séquentialisation de l'information musicale. Alors, on va vous présenter en fait deux travaux qui ont été effectués par deux étudiants qui sont dans les formations dans lesquelles on intervient avec Michaela, puisque en fait, comme je vous le disais, on a interagi au début via les formations dans lesquelles on intervient, et ces réflexions, on a voulu les concrétiser par des projets de recherche encadrés d'étudiants en master à l'Université de Lille. Et donc, les résultats qu'on vous montre aujourd'hui, c'est un peu les résultats de leur recherche, de leurs explorations. Et donc, je vais laisser la parole à Michaela pour commencer avec les plongements statiques de notes. Merci Louis. Comme mon collègue vous a expliqué, donc la question de transposer les modèles de traitement automatique du langage à la musique pose plein de questions dans différentes directions. Et ce qu'on va montrer dans ces deux expériences de ces deux étudiants va dans différentes directions. Et disons peut-être avec cette première expérience qui est peut-être où on tente de rester sur un modèle plutôt simple, et c'est plutôt et donc ok. Donc l'idée ça va être de faire des plongements, d'apprendre des représentations d'événements musicaux. Dans la première expérience, on va avoir une représentation pour un événement, une seule représentation par événement, tandis que dans la deuxième, dans ce modèle qui est plus compliqué, on aura, c'est ce qu'on appelle plutôt des plongements contextuels. Ça va être suivant l'endroit où se trouve l'événement, la séquence dans laquelle se trouve l'événement, la représentation va être différente. Donc, cette première expérience qui a été réalisée par Lorenzo Moreira, elle vient de cette idée dans le traitement du langage naturel, qui est donc les plongements lexicaux, dans lesquels on veut représenter chaque mot par un vecteur. Et l'intuition qui se cache derrière, c'est qu'on voudrait que des mots qui apparaissent dans des contextes similaires, dans des contextes semblables, leur représentation, elle doit être aussi similaire. Et donc, il y a plusieurs approches qui commencent à être connues également dans la musique, qui permettent de faire cet apprentissage, notamment par exemple la méthode Word2Vec, une autre Glove. Mais ici, on a voulu s'intéresser à une représentation, à une approche plus simple, qui est plutôt inspirée de la linguistique computationnelle. Enfin, donc c'était un peu concomitant ou un peu avant à ces méthodes Word2Vec, Glove, et qui s'intéresse au calcul de co-occurrence. Et donc, c'est plutôt comment, dans un corpus de texte, un mot, dans quel contexte il va apparaître. Et donc, on va construire ce qu'on appelle des sacs de contexte, dans lesquels on va parcourir des mots dans leur phrase. Donc, on va parcourir des phrases et regarder les mots dans cette phrase, dans quel contexte ils apparaissent. Donc, dans ma petite illustration là, on va choisir une taille de fenêtre dans laquelle on va considérer que les mots dans cette fenêtre sont des contextes. Donc, par exemple, ici, on a une fenêtre de taille 2 et on a du coup chat qui apparaît dans le contexte de petit, de d'or, de le sur, ou bien chat qui apparaît dans le contexte de être, de s'asseoir, de le. Okay. Et donc, on va comme ça cumuler les mots qui apparaissent dans le contexte et construire des vecteurs
qui vont représenter en gros la probabilité que ce mot-là soit dans le contexte de chat, en gros. Et donc, de cette façon, une fois qu'on a des vecteurs comme ça, on a une représentation mathématique du mot chat, on va être capable de calculer la similarité de ce vecteur-là, chat, avec d'autres mots. Et donc, notamment, on va voir, ça va sûrement être d'autres mots, d'autres êtres qui s'assoient, qui dorment, qui peuvent être petits. Okay, donc maintenant, on a voulu transposer cette même méthode à la musique. S'il te plaît, oui, la slide suivante, ouais. Et donc là, ce qu'on a voulu faire, c'est quels étaient les plongements statiques de tranches de notes. Donc cette fois-ci, ce qu'on veut représenter, c'est une tranche de notes qu'on veut représenter par un vecteur. Et donc, pareil, de la même façon, l'idée, ça va être de représenter les tranches de notes par les tranches de notes dans le contexte dans lequel elles apparaissent. Donc, on va. C'est une version précédente, peut-être, de notre représentation. Mais, donc, on a du coup l'idée là, on a ici ce qu'on est en train de voir, c'est la tranche de notes en bleu ici, qui était une version originale de cette tranche de notes, d'accord. Et donc l'idée, c'est on a appris sur un corpus quelles étaient les tranches de notes qui lui étaient concomitantes, enfin qui avant et après, pareil avec une fenêtre. Et donc l'idée, c'était une fois qu'on a appris ces représentations vectorielles de ces tranches de notes, c'est que de la même façon, on peut calculer une similarité entre tranches de notes et décider du coup de substituer une tranche de notes par une tranche de notes qui lui est similaire, étant donné son contexte. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, le slide suivant. Et donc, nous avons appris du coup des représentations comme ça de notes sur le corpus, en utilisant le corpus des chorales de Bach. Et donc, nous avons calculé des sacs de contexte pour les tranches de notes. Et ensuite, nous avons choisi sur un certain nombre de séquences d'une dizaine de secondes de substituer une des tranches de notes de ces extraits par une autre tranche de notes. Et nous avons fait écouter à des participants des extraits, de ces petits extraits, alors à la fois la paire avec et sans substitution. Et on leur a demandé s'ils entendaient une différence. Et puis ensuite, on leur a demandé s'ils avaient une des deux extraits qu'ils préféraient. Et ce que nous avons constaté, c'est que donc dans 88% des cas, ils percevaient la différence. Et parmi ceux-là, 34% des cas, ils avaient préféré la version substituée. Voilà. Ce qui montre que malgré le côté purement, on a transposé un modèle qui venait du traitement automatique de la langue, est relativement simple, donc pas de réseau de neurones, mais purement des calculs d'occurrence statistique. On obtient quelque chose qui est écoutable. Et donc, il y a d'autres questions qui se posent au sujet des fenêtres qu'on va utiliser dans le contexte, qui évidemment vont me donner des représentations différentes. Et on sent bien qu'on aimerait allonger un peu plus, aller chercher des dépendances un peu plus longues, puisque c'est important en musique. Mais par cette méthode-ci, c'est impossible, parce que si on augmente trop la fenêtre, on va finir par avoir des contextes qui se ressemblent pour toutes les notes. Et donc, dans l'expérience suivante que va présenter mon collègue, il va peut-être changer de présentation entre-temps, s'il a trouvé la bonne version des slides. Et donc, je suis désolé, Michaela, puisqu'effectivement, je réalise que je t'ai fait parler sur une ancienne version des slides. T'inquiète pas, c'est pas grave. 20 secondes pour repasser sur la vraie version. Désolé pour ça. En fait, elle est juste derrière. Voilà, elle était là, la bonne version.
Désolé pour ça, et puis surtout désolé Michaela, mais, pour cette acrobatie que je t'ai forcé à faire, mais que tu as très bien réussi. Donc voilà. Et donc, du coup, pour finir, effectivement, il y avait un exemple de substitution en plus pour illustrer ce que tu disais, sur lequel on pourra revenir, mais je vais passer à la suite du coup. Donc, la deuxième expérience sur laquelle on s'est penché, a consisté à essayer de comprendre le fonctionnement des réseaux de neurones transformeurs et le mécanisme d'attention. Donc, c'est Camille Akesby qui a travaillé sur cette expérience. Et en fait, le point de départ de ce travail, c'est l'apparition il y a 4 ans d'une famille de réseaux de neurones très particulière dans le domaine du traitement automatique du langage naturel, qui s'appelle les transformeurs, et qui ont l'avantage par rapport aux autres familles de réseaux de neurones de capturer plus facilement les dépendances long terme entre des éléments éloignés d'une séquence. Donc, on peut illustrer ça, illustrer ça avec un exemple. Voilà donc une phrase qui est écrite 2 fois, hein, the monkey ate that banana because it was too hungry. Et ce qu'essaye de faire un transformer, c'est typiquement de comprendre le mot it, à quel mot est-ce qu'il se réfère. Donc, ici, it se réfère à the monkey, au singe. Mais si la phrase avait été the monkey ate that banana because it was looking very good, it se référencerait à la banane et non pas au singe. Et en fait, à force d'apprentissage sur des gros corpus, le réseau de neurones parvient, avec ce mécanisme d'attention mutuelle, à mettre en évidence ce type de relation très abstraite entre les éléments de la séquence. Alors, on n'a pas ce type de relation spécifiquement en musique, mais on a quand même de l'information en musique qui se répète avec des éléments, avec des dépendances importantes entre les uns les autres, qui forment ces phénomènes harmoniques, ces phénomènes de tonalité. Donc, il y a quand même eu de fortes relations entre les objets musicaux qui constituent une surface musicale. Et donc, on se demande, mais qu'apprendrait un réseau de transformeurs qui apprend ces dépendances très spécifiques sur des données musicales? Alors, en fait, la première initiative qui a consisté à évaluer un peu le potentiel des transformeurs sur des données musicales, c'est l'équipe d'informatique musicale de Google, qui s'appelle Google Magenta, qui a mis au point un système qui s'appelle Music Transformer, et qui, en fait, consiste en un réseau de neurones avec 6 couches d'abstraction, et chaque couche, justement, essaye de capturer les dépendances entre tous les éléments d'une séquence. Et en fait, ce qu'a voulu faire Camille, c'est un peu évaluer, aller regarder pourquoi est-ce que ces modèles sont performants en musique, parce qu'en fait, ils sont performants en musique. Ici, il s'agit de l'application, c'est de la génération de musique à long terme, puisque dans le domaine de la génération automatique de musique, un des enjeux majeurs, c'est de créer de la musique cohérente, mais à long terme, puisque localement, et non pas uniquement localement, et non pas simplement à l'échelle de quelques secondes, mais à l'échelle de plusieurs minutes. Et ce qu'on espère voir, c'est de la manière analogue au texte, à l'exemple textuel qu'on vient de voir, c'est l'idée de se dire que dans une surface musicale, on va avoir des dépendances entre des notes qui sont plus fortes que d'autres, et que ces dépendances plus fortes, elles ont un sens musical. C'est-à-dire qu'il y a une raison, on peut interpréter musicalement la raison pour laquelle deux notes sont plus liées que deux autres. Et pour aller interpréter ces attentions mutuelles qui sont apprises par un réseau de neurones transformeurs, Camille a dû courageusement ouvrir la boîte noire d'un réseau de neurones. Et ce qui n'est pas évident, puisqu'en fait, les réseaux de neurones profonds, on constate qu'ils marchent très bien, mais souvent, on a du mal à savoir pourquoi, puisque quand on les ouvre, on a des matrices, d'énormes matrices de nombres flottants répartis dans différentes couches, et c'est compliqué d'avoir une interprétation de ce qui se passe réellement à l'intérieur. Alors, oui, je vois ce qu'il te reste 4 transparences. Ce serait bien si en 2-3 minutes, tu pouvais jusqu'à la conclusion pour qu'on puisse garder du temps pour les questions. Merci Mathieu. Ok, ça marche. Donc,
Alors, le processus qu'utilise Camille, c'est le suivant. En fait, c'est de partir de fichiers MIDI, les représenter systématiquement de manière textuelle, puisque le transformer s'applique sur des représentations textuelles, à l'aide d'une représentation en token directement inspirée de la norme MIDI. Et une fois entraîné, en l'occurrence ici sur un corpus de 200 heures de piano au format MIDI, c'est le corpus Maestro, le transformer, à partir représente n'importe quelle séquence de musique par des valeurs d'attention qui se représentent sous la forme de matrices, des matrices carrées. Alors, en voici une. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une matrice d'attention est carrée puisqu'en fait, en abscisse et en ordonnée, on a la séquence identique. Et en fait, chaque élément de la matrice va rendre compte de l'attention mutuelle entre les deux éléments de la séquence qu'on retrouve en abscisse et en ordonnée. Ici, en fait, en l'occurrence, la séquence qu'on voit en abscisse et en ordonnée, c'est une gamme chromatique qui est étalée sur 3 octaves consécutives. Et en fait, les 2 diagonales en surbrillance, elles reflètent le fait que le transformer a pris une attention importante entre les notes qui sont reliées par une relation d'octave. Ce qui a du sens en musique. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de toutes les matrices qu'a regardé Camille, puisque, en fait, comme on le disait tout à l'heure, le réseau transformer comporte plusieurs couches qui elles-mêmes ont plusieurs matrices d'attention. Du coup, il a dû faire quand même un travail de tri sur toutes ces choses-là. Globalement, ce qu'a observé Camille, c'est un apprentissage des relations d'octave, un apprentissage du concept de triade majeure, de triade mineure. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a observé que naturellement, au cours de l'apprentissage, ces différentes matrices d'attention se répartissaient le travail de retenir la connaissance musicale. Et donc, on trouve des relations d'intervalle, mais aussi des relations temporelles et aussi des relations propres à la représentation en token de la musique. Par exemple, ces relations entre les notes on et les notes off, ou des relations entre durée et vélocité, qui semblent indiquer, par exemple, que les notes plus longues ont tendance à être jouées plus fortes dans ce corpus d'apprentissage. Voilà, très rapidement, les conclusions et perspectives. Donc, en fait, donc on est sur des travaux vraiment au début de travaux exploratoires. Ce qu'on remarque quand même, c'est ce qui nous interpelle souvent, c'est la limite de cette nécessité de séquentialiser à tout prix les données musicales pour les rendre compatibles avec les algos dédiés au texte. Et en fait, on se demande si effectivement, au lieu d'aller chercher des modèles dans d'autres domaines, puisqu'on fait ça aussi avec les réseaux convolutionnels qui ont été imaginés pour les images, à un moment, il faudrait peut-être ça pourrait être intéressant de réfléchir à l'élaboration d'architecture de réseaux de neurones dédiées spécifiquement aux structures de données complexes de la musique polyphonique. Une autre limitation, c'est le fait que les algorithmes de texte sont pensés avec potentiellement des entraînements sur des corpus de texte gigantesques, rendus possibles notamment grâce au web. Et en musique, on n'a pas ça. On a de plus en plus de corpus de partitions, de musique symbolique, mais ces corpus, ils sont difficiles à constituer déjà. Et même si on en avait plein, même si toute la musique du répertoire de 3 siècles était encodée, on pourrait même se demander si ça serait suffisant pour apprendre les abstractions qu'on s'attend à voir, comme c'est fait en texte, avec des quantités de données massives. Donc, on n'est même pas sûr que ça ait un sens à ce niveau-là. Donc, voilà, beaucoup d'enjeux de réflexion pour la suite et d'idées pour poursuivre ce travail. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Louis. Merci, Michaela. Donc, je ne sais pas qui veut commencer pour les questions. Sinon, je vais commencer. Donc, là, ce que tu viens de dire, mais même si toutes les données étaient disponibles, on ne sait pas si on arrivera à apprendre. Mais pourtant, nous, les humains, nous y arrivons. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'on y arrive aussi par notre pratique? Si c'est uniquement l'écoute, peut-être qu'il doit y avoir suffisamment de données. Bon, ça, c'était une question en l'air, hein, sur en tout cas, qui souligne en tout cas une différence majeure qui est la taille des données utilisées. Alors, effectivement, peut-être que ça serait suffisant. On peut se demander à partir d'un être humain, à partir de combien de musique qu'il écoute, est-ce qu'il va être capable lui-même de comprendre cette musique.
C'était juste un peu de la provocation, voilà. Oui, oui, parce que je pourrais rajouter que tous les humains ne sont pas tous capables de comprendre et que ça demande… et qu'on a beaucoup de connaissances voilà, accessoires. Manuel, vas-y, dis-nous. Oui, merci pour cette présentation qui fait écho d'ailleurs un petit peu à ce que je fais dans la manière de segmenter, de contextualiser comme ça. J'ai une question sur le type de dépendance que les réseaux de neurones mettent en avant. Donc, tu as parlé des dépendances d'intervalles, d'octaves, de tierces, je ne sais plus. Donc, c'est les dépendances harmoniques, mais est-ce que ce type d'approche permet également de mettre en avant des dépendances métriques ou des dépendances mélodiques, surtout les dépendances métriques? Ça m'intéresse pas mal. Alors, qu'est-ce que tu entends par dépendance métrique? C'est-à-dire si deux notes tombent sur un temps fort, par exemple, donc de mettre en relation, par exemple, les notes qui sont au même enfin, qui sont tous les deux sur des temps forts, mais sur des musiques différentes, enfin sur des mesures différentes, pardon, qui ont la même valeur métrique en quelque sorte. Alors, oui, alors en fait, ce qu'on a observé avec Michaela, Michaela, tu me coupes hein, si tu as d'autres idées, c'est qu'il y a des dépendances temporelles qui sont capturées par l'attention mutuelle. Et notamment, en fait, quand on parlait de la répartition en fait, de l'apprentissage dans les différentes matrices d'attention, ce qu'a observé Camille, c'est que certaines matrices se focalisaient sur le futur, d'autres sur le passé. Donc, au niveau temporel, il semble qu'il y a clairement quelque chose qui se passe. Il y en a aussi qui se focalisent sur des apprentissages plutôt court terme, c'est-à-dire ce qui se passe dans l'environnement proche, et tout ça, ça se fait tout seul, en fait. Pour ce qui est des temps forts, c'est une très bonne question je pense qu'on n'a pas pu trop explorer en fait, à travers cette expérience. Et la raison à ça, c'est que le corpus d'apprentissage qui a servi à entraîner le transformer, et ce sont des fichiers MIDI qui ne sont pas issus de partitions, mais de performances humaines. Et ce qui fait que les durées en fait, qui séparent les événements, même s'ils correspondent dans la partition à des mêmes durées, ne correspondent pas exactement aux mêmes durées, c'est à la milliseconde, je crois, ou des choses comme ça. Donc, il est beaucoup plus difficile de capturer de la régularité sur des temps forts ou sur des choses comme ça. Ça serait intéressant, et on en parle régulièrement avec Michaela, d'entraîner ce réseau sur uniquement des fichiers MIDI issus de partition, où là, effectivement, on aurait ces temps forts et plus de chances peut-être de repérer ces choses-là. Merci beaucoup. Si je peux rajouter juste un mot. Question oui, vas-y, Michaela. Oui, non, c'était si on avait des données à noter avec ceci est un temps fort, ceci est un temps… On pourrait essayer de voir s'il y a une attention particulière qui est portée à cet événement-là dans le transformer. Mais vu qu'on ne peut pas le faire automatiquement à cause des limites qu'a dit Louis, du fait que les données qu'on utilise ne sont pas temporellement exactes, on ne peut pas. Ok, je ne sais pas si d'autres questions. Sinon, on va passer, on a pris un tout petit peu de retard, mais ça va encore. Je note que Xiong sur le chat a dit qu'elle avait assisté à un keynote d'Anna Wang sur le Music Transformer, que c'était impressionnant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux qui sont impressionnants dans ce domaine. Et félicitations aussi Louis et Michaela pour ce que vous faites, parce que le fait de creuser, d'aller voir dans les matrices, voilà, c'est complexe, c'est de se rendre compte de ce qui se passe. Si ça peut contribuer à ce qu'on comprenne mieux ce que font ces réseaux et mieux s'en servir, c'est assez intéressant. Voilà.